Par quoi commence-t-on, Nicolas? L'hymne à la joie, peut-être? Par le début. Ou par la fin? L'hymne à la joie, L'hymne à la joie, oui. 200 ans qu'il a été écrit, cet hymne à la joie. Bon, peut-être je te laisse raconter quand même un peu ce qui t'amène après sur l'Adamant à écrire cette suite, ce deuxième volet. Et puis vous avez eu tout à l'heure le privilège de voir la bande-annonce du troisième volet, on en parlera tout à l'heure, qui va sortir prochainement. Pendant que je tournais sur l'Adamant, qui l'a vu d'ailleurs? Pas mal. Quand je disais tout Alors, à l'heure qu'on se donnait rendez-vous... Qui ne l'a pas vu parce que, donc, Il faudra aller le découvrir. Pendant que je tournais sur l'Adamant, l'envie, le désir a surgi de tourner deux autres films, de faire deux autres films, celui-ci, et puis celui qui sortira dans 3 semaines. C'est un peu l'envie d'élargir le cadre, de très précisément de montrer, ça vient de là, de montrer que l'Adamant n'est pas un lieu isolé, mais que c'est un lieu qui fait partie d'un ensemble plus vaste. Comme vous le savez, ou comme vous ne le savez pas, la psychiatrie en France est sectorisée. Dans le secteur Paris-Pôle, il y a 2 CMP, centres médicaux psychologiques, ces 2 unités intra-hospitalières, un centre de crise, une équipe mobile, une équipe qui s'occupe de l'accueil familial thérapeutique des familles qui reçoivent, qui prennent en charge des patients, etc. Bref, il y a tout un ensemble de structures et j'ai eu envie, je me suis dit que si je montrais l'Adamant comme un lieu unique, isolé, ça serait pas juste de le montrer comme ça, et ça serait en faire un... C'est vrai que c'est un lieu qui attire l'œil, l'Adamant, parce que c'est un centre de jour comme il y en a peu. Il est sur la Seine, dans un bâtiment flottant, c'est très beau, etc. Combien des centres de jour n'ont pas cette chance, au fond. Mais je voulais, au fond, montrer, au fond, le contre-champ. Montrer, au fond, une sorte de contrepoint, cette dimension-là, une autre facette de cette psychiatrie-là, cette psychiatrie qui essaye encore, contre vents et marées, de tenir face au rouleau compresseur de l'économie qui écrase la parole, qui écrase l'accueil de la parole. Et c'est ce qui m'a amené à faire ce film de filmer ces entretiens, de filmer, chose que je n'ai pas montrée sur l'Adamant. Sur l'Adamant, je me suis concentré sur les ateliers, sur des réunions, des moments comme ça où des patients s'adressent à moi. Il y a des entretiens sur l'Adamant, je ne les ai pas montrés, et là j'ai eu envie de mettre l'accent sur cette dimension-là. Voilà. Quant à l'hymne à la joie, c'est simple. Vous avez vu dans le film Olivier qui égrène quelques notes de cette musique sur une guitare, et pour le générique, j'ai eu à cœur de demander à 2 musiciens de reprendre et d'improviser sur ce thème-là. On s'est retrouvés dans un studio, en 10 minutes, c'était fait. Et d'ailleurs, la bombe humaine, l'Adamant s'ouvrait sur la bombe humaine qui était aussi interprétée par un des patients. Oui. Par François, un patient qu'on retrouve ici, que vous avez retrouvé dans ce film, qui, c'est vrai, chantait la bombe humaine d'une manière extraordinaire pour moi. Ça n'a jamais été incarné aussi bien. Les personnes du groupe Téléphone est dans la salle, j'espère. Est-ce que quelqu'un veut intervenir immédiatement ou... Oui, je vais vous donner la parole. Oui, j'ai l'explication un peu de l'ordre chronologique dans lequel vous avez tourné, parce que autant l'Adamant était quelque chose de positif, de joyeux, et elle apportait un peu de sérénité, autant ce volet-là est poignant et très angoissant, très dur, et voilà. Mais j'ai eu l'explication dans ce que vous avez dit, parce que c'est vrai que vous avez fait une facette qui pouvait, je sais pas comment dire, être optimiste, enfin nous rassurer tous sur tout pouvait aller mieux, et puis
Oui, mais il y a l'autre facette où Et oui, ça va pas aller mieux, quoi. oui, mais Voilà, c'était tout. C'était pas une question, mais vous avez répondu à ma question avant de. les patients hospitalisés sont sans doute traversent quelque chose de plus, un moment plus vulnérable. C'est tout ça, quoi. C'est aussi l'environnement, les lieux. L'Adamant, c'est un lieu qui est beau, il y a cette proximité de l'eau. C'est un lieu très effervescent. À l'hôpital, tout est plus chargé, plus lourd. Il y a le poids de l'histoire. Hein. On entend bien dès le début quand même du film, quand on voit, d'ailleurs avec les moyens de technique très moderne, cette balade au-dessus de l'hôpital, on entend bien le poids de l'histoire quand même. Cette grande institution asilaire qui date du 19e, je pense, et qui déjà marque quand même les choses de manière très significative. Donc en effet, on n'est pas sur les mêmes... Initialement, c'est bien plus ancien. C'est bien plus ancien, oui. Esquirol. Oui. Moi, j'ai été très touchée par la transformation des corps par la maladie et en contraste, l'état de détente et de disponibilité des soignants qui sont face à des corps qui sont noués, qui sont terriblement transformés. Détente, je ne sais pas si les soignants sont détendus. Ils sont tendus vers ce qui se dit, ils sont penchés vers les uns et les autres, ils sont, je trouve, très à l'écoute. C'est difficile, c'est compliqué, ils n'y arrivent pas toujours. On les voit aussi, on peut les voir par moments ramer un peu. Mais en tout cas, il y a ce désir d'accueillir, d'aider parfois le patient à reformuler ce qu'il dit, etc. Oui, mais il y a un contraste de la déformation du corps par la maladie. Oui, prenez le micro puisque vous l'avez. Il y a un contraste avec la transformation des corps des malades. Il y a un contraste entre les deux états corporels. Oui, bien sûr. Oui. Déjà, je voulais vous remercier pour nous avoir montré... Qui est-ce qui parle ? C'est moi. Ah, bonjour. Bonjour, excusez-moi. Je voulais vous remercier pour nous avoir montré la réalité. Parlez bien près. Ouais. Donc, troisième fois. Donc, je voulais vous remercier pour nous avoir montré la réalité de l'hôpital psychiatrique, une réalité en tout cas. Parce que ce qui est intéressant de ce que disait la dame avant, les deux dames avant, c'est qu'on ne se rend pas compte quand on est à l'extérieur de ce qui se passe vraiment dans un hôpital psychiatrique déjà. Donc ça, c'est important. Que d'autre part, comme le disait le monsieur qui aime les institutions, que en fait, pourquoi le monde entier n'est pas en psychiatrie quand on voit ce qui se passe. Quelle est aussi par rapport à l'humanisation, l'humanité qu'il y a en dehors des soins, où les psychiatres et les soignants font ce qu'ils peuvent. Comme ils disent, ils sont débordés. J'ai envie d'avoir affaire à des gens qui ne sont pas toujours énervés ou débordés, pardon. Et justement, la question que je voudrais poser, pour éviter d'être trop long, parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures, qu'est-ce qu'on peut faire, nous qui sommes à l'extérieur, dans un monde qui nous échappe, qu'on ne connaît pas bien, et on aimerait faire plein de choses. Enfin, moi, en ce qui me concerne, mais je ne suis pas le seul, j'imagine que tous les gens qui sont ici ont envie de faire des choses à leur niveau. Et c'est un monde qui est difficile à approcher, à aborder. Pour avoir fréquenté ou connu des psychiatres ou fréquenté des patients ou des soignants, c'est un monde fermé par la force des choses. Et comment casser ce mur qui nous sépare et qui est si proche en même temps, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous, du jour au lendemain, selon les cassures, la vie que l'on mène. Et on voit bien que ce sont des gens qui sont cassés par la vie, ce qui les entoure, les nouvelles que l'on peut tous avoir, mais qu'on ne prend pas de la même manière, et qui nous brisent. Et pour ça, on ne peut pas voir ça et se dire que c'est derrière les murs et on ne peut rien y faire, quoi. Donc ma question, c'est... enfin, j'en ai plein encore d'autres, mais je vais laisser les autres parler. Comment peut-on faire
en dehors du monde associatif qui peut faire des choses, mais pour les enfants qui ont des maladies graves, qui ont des cancers ou des personnes âgées, etc., qu'on va voir pour leur redonner un peu d'espoir et de vie, comment aller faire des câlins à ces personnes sans qu'on nous empêche de rentrer, comment aller leur parler, comment les écouter tout simplement, parce que c'est d'eux qu'il s'agit et pas de nous. Et que... voilà, je m'arrête là, parce que sinon... Écoutez, je suis très touché par ce que vous dites, parce que je pourrais dire exactement la même chose que vous. Je dis un peu la même chose que vous. Et au fond, vous posez une question, mais le film que j'ai fait pose la même question, finalement. Je fais pas de film pour... J'ai pas de réponse. C'est pas question pour moi d'asséner la moindre réponse, parce que je ne l'ai pas. J'ai essayé, comme de ma place, je dirais, d'effacer un peu cette barrière, cette frontière, d'estomper un peu les clichés, de déconstruire un peu les représentations qui font que les patients en psychiatrie sont marginalisés, stigmatisés, éternellement regardés avec une espèce de méfiance, font peur souvent à leur entourage, à tout un chacun, se trouvent très isolés, perdent leurs amis souvent, etc. Mais je pense que les films, en tout cas de mon point de vue, sont pas faits forcément pour apporter des réponses, mais pour maintenir des questions ouvertes. Et déjà, poser une question, c'est déjà beaucoup. Et c'est un geste politique, au fond. En tout cas, vous la reposez, vous la reformulez à travers vos mots, et je vous en remercie, parce que c'est ça. Tu veux dire ? Oui, merci pour votre intervention. Je la trouve très percutante, très saisissante. Je crois qu'en effet... Je vais mettre debout, pardon. Je crois qu'en effet, le film nous rappelle comment la boiterie, l'accident, l'inconfort est constitutif de notre condition humaine. C'est la maladie qui nous montre, qui nous le rappelle. Mais fondamentalement, les personnes qui sont sur l'écran vivent tragiquement et pathologiquement ce que nous vivons tous. D'une certaine façon, c'est que c'est difficile de vivre avec soi-même. Mais quand on n'est pas trop malade de sa normalité, on s'en arrange pas trop mal. Et on a nos petites répétitions du quotidien qui viennent recouvrir ça. Et ensuite, on peut avoir nos projets désirants de travail, de famille, d'amis. Mais là, il y a des personnes, en effet, pour qui toute cette vie quotidienne est entravée. Donc déjà, de se lever, de se laver, de se nourrir, de parler avec quelqu'un, pas trop loin, pas trop près. Tout ça est mis à mal. Et au fond, le film, moi je l'entends quand même comme ça, nous rappelle que c'est notre humanité partagée. Et que cette psychiatrie-là, c'est une psychiatrie qu'il faut qu'on continue à faire ensemble, avec les paroles des concernés aussi. Et je trouve que, manifestement, vous avez entendu ça aussi. On pourrait parler. Alors, je crois qu'il y avait une intervention au fond avant, non ? C'est maintenu ou pas l'intervention au fond ? Oui. Après, je viendrai vers vous. Oui, bonsoir. J'avais une question à vous poser sur la manière dont vous avez travaillé, parce que c'est vrai que dans le premier volet, sur l'Adamant, on vous imagine derrière la caméra. Il y a une rencontre avec les patients sur l'Adamant. Là, c'est un peu différent. Oui. Et je voulais vous demander comment vous aviez travaillé, parce que j'avais l'impression qu'il y avait... où vous êtes... Là, j'avais du mal à vous imaginer derrière, parce que j'avais l'impression qu'il y avait 2 caméras. Oui. Cette question-là. Et puis, est-ce que ça a été plus difficile de travailler à l'hôpital ? Et voilà, comment est-ce que vous avez choisi les images ? Et puis, la dernière question, est-ce que vous revenez dans 3 semaines ? Alors, c'est vrai que je ne suis pas dans ce film tout à fait à la même place que sur l'Adamant. Dans ce premier volet, je suis plus présent, si j'ose dire. On entend ma voix. Il y a nombre de séquences dans lesquelles tel patient ou telle patiente s'adresse à moi.
parfois spontanément, on m'interpelle et quand on m'interpelle, je réponds et j'engage la conversation. Il y a des petits moments d'entretien, comme je pense à Pascal, cet homme qui m'interpelle au bar. C'est moi que vous filmez? Oui. Ah, je me suis pas rasé ce matin. Moi non plus, je réponds. Muriel, c'est à vous le matériel? Oui, oui, oui. Vous avez une voiture pour trimballer tout ça? Et vous? Oui, j'ai une voiture. Et vous, Eric, demande-t-elle à l'ingénieur du son, vous n'avez pas de voiture? C'est monsieur qui se trimballe tout? Vous vous souvenez de ces moments où Frédéric qui me parle, etc. Oui, je suis ostensiblement présent, on m'entend, on m'interpelle, etc. Dans celui-là, je suis plus en retrait puisque, au fond, je filme des entretiens. Il y a un entretien que j'ai fait moi avec cette toute jeune femme. On entend à peine ma voix à un moment, mais ici ou là, il y a quelques regards caméra, mais c'est vrai, je suis moins présent. Pour autant, je suis bien là. Je suis là. En effet, j'ai filmé ces entretiens à 2 caméras, mais on est là, on est proche, on est avec. Les personnes que je filme, vous avez vu, semble-t-il très spontanées, se sentent bien avec nous, finalement. On n'est pas, semble-t-il, trop envahissant, on est attentif, on est présent, on est proche. Chacun sait, parce que je l'ai dit, je l'ai expliqué à tout un chacun sait qu'on peut m'arrêter, on peut nous dire stop, on peut nous demander de sortir, on peut même revenir en arrière. Il est arrivé que tel ou tel patient me dise « Ah, j'ai parlé de ma famille à un moment, est-ce que vous pouvez, si vous pouviez ne pas garder ça ?» Ben oui, bien sûr. Voilà, donc il y a une confiance, mais on est bien là. Je suis là, on est 3, on est là. Je précise quand même que j'ai sollicité pour ces entretiens, je dirais, des patients avec qui j'avais un bon contact, un bon lien. Je ne suis pas tombé sur des gens comme ça en leur braquant la caméra pour les filmer. Ça s'est fait dans une confiance, tout ça. Il y a une confiance aussi partagée avec les soignants pour oui, bien sûr. Le choix des... Ben, je prenais souvent appui, je demandais qu'est-ce que vous en pensez si je proposais un entretien à telle personne, qu'en pensez-vous? Oui, bonne idée. Ou bah, peut-être on va attendre quelques jours. Voilà. Ou un autre qui disait pas avec moi aujourd'hui. Oui. Voilà. Oui. Voilà, ça c'est la réponse à votre première question. J'ai évidemment oublié la deuxième, mais ça va me revenir. Ah oui, écoutez, alors, paradoxalement, ce film-là a été plus facile à faire que le film que j'ai tourné sur l'Adamant. Ça peut paraître étrange, parce qu'en effet, je dirais l'ambiance de l'hôpital est plus lourde. Mais quand j'ai fait ce film sur l'Adamant, j'ai tourné des séquences de nature très disparate. Il y a des réunions, il y a des ateliers, il y a des moments où tel patient me raconte quelque chose, des moments où l'un se met au piano et joue un morceau, chante quelque chose. Bref, il y a une grande variété, diversité de situations, de séquences qui n'ont pas de... Il n'y a pas de chronologie, il n'y a rien qui progresse dans le temps. Donc, il a fallu rassembler ces différentes séquences et, au fond, inventer une narration à partir de cette diversité-là. C'était compliqué. Tandis qu'ici, au fond, comme ces entretiens sont filmés en longueur, j'ai un squelette. Quand j'arrive au montage, j'ai un fil rouge. J'ai ces entretiens dans leur longueur. Et après, si j'ose dire, pour simplifier un peu, il ne me reste plus qu'à trouver le bon ordre dans lequel je vais les monter, trouver pour chacun à quel moment je passe de celui ou celle qui regarde à celui ou celle qui parle. Mais ça, c'est
C'était moins difficile, en somme. Après, Nicolas, les entretiens n'ont pas tous le même rythme. Bien sûr. Vous avez fait des choix aussi oui. de montage qui sont importants dans la narration. Bien sûr, j'ai beaucoup joué de ça, d'ailleurs, dans le montage. Le timbre des voix, le rythme des paroles, souvent plus que sur le sens même de ce qui se dit, au fond. C'est très musical, le montage. Les choix de montage, c'est très intuitif et c'est de nature très sensible, plus que théorique. Pourquoi je termine avec cet entretien avec Laurence, cet entretien si fort, si poignant? C'est parce que je ne peux rien mettre derrière. Tout autre entretien qui viendrait après serait un peu fade, du coup. Et donc, si je le garde, c'est à la fin. Il ne peut pas en être autrement. Allez-y, madame. Madame, on va vous passer un micro. Bonsoir. Après. Bonsoir. Moi, je voulais vous poser une question. Donc, il y a eu tous ces patients qu'on a vus là, et je voulais savoir, en vérité, combien de patients vous avez filmés et à quel moment vous avez déterminé le choix sur ces patients-là. Parce que moi, j'ai l'impression que ces patients, ils ont tous quelque chose de très, très fort à nous montrer d'eux. Et que, quelque part, enfin bon, moi, je travaillais longtemps en psychiatrie, je trouvais qu'il n'y avait pas les patients qu'on a pu parfois, nous, avoir au quotidien de notre travail, oui, qui étaient des patients dans des grosses difficultés sociales. Et là, pour moi, il y avait quelque chose de l'ordre de la fascination avec des patients avec des pathologies lourdes, il est vrai, mais qui avaient aussi une forte présence intellectuelle et qui, du coup, nous emmenait dans quelque chose d'un peu presque littéraire, vous voyez. Enfin, moi, il y a tout ce défilement de patients très fascinant. J'avais l'impression qu'il manquait, pour moi, tous les patients qu'on a pu rencontrer dans notre travail, qui arrivaient avec des problèmes sociaux très forts et auxquels on ne pouvait pas forcément répondre sur l'instant. Voilà. Et donc, j'aurais voulu savoir à quel moment vous avez défini quels étaient les patients que vous avez choisis et pourquoi cela. Alors, ceux que j'ai choisis, ça n'est pas forcément en lien avec leur niveau social ou classe sociale ou compétences intellectuelles. C'est pas pour ça. J'ai choisi, au fond, des patients qui me semblaient suffisamment bien, entre guillemets, pour comprendre de quoi il était question quand je propose un atelier, qui vont prendre en compte les tenants et aboutissants du film, c'est-à-dire, vous savez, quand on est en psychiatrie, enfin quand vous arrivez avec une caméra en psychiatrie, il y a des gens qui fuient la caméra, des gens qui ne vous regardent pas, pour qui on ne compte pas du tout. Il y a des gens, à l'inverse, qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'être filmés. Il y a des gens qui vous disent « ça fait des années que j'attends la caméra », qui peuvent venir se montrer, rentrer dans le champ parce qu'ils veulent être filmés, ils veulent témoigner. Donc il faut faire avec tout ça. Moi, j'ai choisi, je dirais, de filmer des personnes qui me semblaient suffisamment intelligibles et pas trop délirantes. Il y a par exemple, parmi celles et ceux que j'ai filmés, des gens, quand je suis arrivé, qui étaient très, très mal, très, très délirantes. J'ai attendu. Je ne savais pas comment ils ou elles allaient évoluer. Et quelquefois, un mois plus tard, j'ai pu tout d'un coup filmer telle personne qui me semblait aller mieux, qui comprendrait ce dont il était question, ce que c'était que ce film, qui entendrait bien que c'est un film qui va sortir au cinéma, qui me semblait en mesurer les conséquences. Je dis me semblait parce qu'on ne sait jamais tout à fait ce qui se passe dans la tête des autres. En tout cas, je pourrais me résumer en disant j'essaye de ne pas filmer des gens à leur insu, ni à leurs dépens, ni à leur détriment. Et ce sont un peu ceux-là avec qui j'ai parlé, avec qui j'ai noué un lien. Quand, en effet, d'autres personnes me semblaient peut-être trop mal
percevoir de quoi il était question quand je proposais un entretien filmé. Est-ce que cette conversation... Parce qu'il y a un après quand on filme. Filmer, c'est enfermer. Et moi, je suis très attentif à cette chose-là. On m'a souvent reproché. Je me souviens quand j'ai fait La moindre des choses, j'ai entendu souvent, parfois en tout cas, des spectateurs me dire « Non, mais c'est bien, gentil tout ça, mais vous ne montrez pas la violence, vous ne montrez pas les gens qui sont complètement la violence. » En effet, quand quelqu'un, tout d'un coup, pousse des cris, je ne suis pas homme à me précipiter pour filmer ça et en faire du spectacle. Donc j'ai certaines réserves, j'essaye de, au fond, être le moins nocif possible, comme disait Jean Houry. Est-ce que justement ce souci de maintenir une certaine conversation, parce que c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que ça parle quand même avec les personnes que tu es amené à filmer, on le retrouve dans La moindre des choses, je le trouve. Moi, je suis pas d'accord avec cette critique qui dirait que tu exclus, tu montres pas tout. Mais par contre, le film est lui-même un objet et un outil et un espace d'échange et de dialogue. Et par rapport à ce que disait Linda tout à l'heure sur la question de la vie quotidienne, on sent bien au fur et à mesure qu'on rentre dans le film, enfin je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais les premières 10-15 minutes, on est un peu quand même saisi par l'ambiance de l'hôpital, qui est très différente, en effet, comme tu disais, de l'Adamant, où ça circule, où il y a des gens qui arrivent, qui repartent, il y a du mouvement, il y a des choses qui... Là, on est quand même dans quelque chose qui est beaucoup plus ralenti. Et à un moment donné, on sent que quelque chose s'inscrit, y compris même dans l'écriture du film, dans une vie quotidienne pour les patients. Ils y font référence, on y revient, on reprend les choses. Et que ça, pour moi, c'est une des caractéristiques de tes films, que ce soit déjà il y a quelques années La moindre des choses, Être et avoir après, on l'a vu sur l'Adamant, et peut-être encore plus sur celui-là avec des gens qui sont justement en rupture véritable du contact. Mais j'entends très bien ce que vous dites, hein, je l'entends tout à fait. Que dire ? C'est jamais représentatif. Vous avez... Je peux dire aussi que j'ai pas cherché à filmer tellement la vie quotidienne. C'est quelque chose que j'ai peu montré. On aperçoit ici ou là quelqu'un dans un couloir, etc. Mais j'ai un peu filmé les gens qui prennent des médicaments. J'ai pas gardé ça. J'ai filmé les infirmiers, infirmières dans leur local qui répondent au téléphone, qui parlent de tel ou tel. J'ai pas gardé ça parce qu'il s'agissait de patients. On entendait des noms des uns et des autres et je me suis dit il n'y a pas aucune raison que je garde ça. Pourquoi tout d'un coup ça deviendrait très, très intrusif. Et donc il y a certains professionnels qui ont dit mais vous ne montrez pas les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, etc. Dans les réunions soignants-soignés, ces personnes venaient rarement, faute de temps, parce qu'ils ou elles étaient tout le temps en train de travailler. Quelquefois, venaient 10 minutes s'asseoir dans la réunion, mais un peu derrière moi, ne prenaient pas la parole. Donc il y a plein de choses qui sont de l'ordre de la vie de l'hôpital qui ne sont pas montrées. C'est vrai, j'assume, je me suis concentré sur des conversations. Voilà, c'est un choix. Il y avait une intervention là. Oui, bonsoir. Moi, je suis extrêmement touchée par ce film qui, vous le dites, est complètement différent de La Damante. La Damante, j'étais presque un petit peu en colère quand je l'ai vu, mais quand je dis ça, c'est une petite colère, hein, parce que, ayant bossé en hôpital de jour, je me disais, mais jamais on a eu un outil comme ça. Vous voyez, il y avait beaucoup de spécialistes, etc., des gens qui faisaient de l'art, etc. On n'avait pas ça. Et puis là, c'est plus du tout de la colère, c'est même de l'émotion, tellement ce film est sensible. Enfin, je trouve que vous avez une vraie finesse dans la manière de filmer les choses, à tel point qu'à un moment donné, ça m'a rappelé des choses que moi j'ai vécues à l'hôpital psy. Et alors, de par les lieux, le cloître, enfin, etc. Et aussi par la justesse des propos de ces personnes qui sont
alors qui nous touchent parce que tellement elles sont en souffrance. Et cette dame, Laurence, là, où on sent que presque elle est peut-être au bout de sa vie, mais c'est filmé avec une pudeur, mais vraiment remarquable, je trouve. Et je voudrais vous demander, mais si vous le souhaitez, nous dire émotionnellement comment vous avez vécu ces choses-là, parce que moi, ça me touche beaucoup, et pourtant, je l'ai vécu pendant 40 ans. Mais j'ai fait ce film comme les précédents que j'ai tournés en psychiatrie, La moindre des choses, il y a bien longtemps, sur l'Adamant, et le prochain, je dirais avec un sentiment grandissant de faire partie du même monde que ces personnes que j'ai filmées, avec le sentiment grandissant que ces personnes qui sont si souvent regardées de biais avaient à nous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, sur l'humanité, sur ce que c'est la souffrance, sur ce que c'est que essayer de vivre malgré tout, sur ce que c'est que sur l'état du monde, sur l'état de la société, sur nous-mêmes. J'ai rencontré des personnes hypersensibles, souvent très lucides sur leurs propres difficultés, sur leurs souffrances, qui peut-être en parlent mieux que tout autre, qui en parlent en tout cas de façon précise, avec une belle acuité. Et j'ai ressenti chez toutes ces personnes quelque chose que une porosité aux choses. Et c'est peut-être de ça dont ces personnes semblent souffrir parfois, cette grande porosité à tout ce qui se passe, aux moindres choses. Tandis que nous, on se protège, nous, quel est ce nous, mais dans la vie, on arrive souvent à se défendre, on a des stratégies pour, au fond, affronter quelquefois la noirceur du monde, ou pour s'en détourner, pour regarder à côté, pour trouver... voilà. Alors que bien souvent, les patients et patientes en psychiatrie me donnent l'impression de prendre toutes ces choses de plein fouet et de souffrir de cette porosité-là. Voilà, moi je suis très porté par ces paroles, par ces patients. Je suis très à l'écoute, je suis très sensible à ce qu'ils ou elles disent. J'ai l'impression un bon lien avec nombre de ces personnes-là. Pas toujours, il y a certains me font peur, m'inquiètent, m'angoissent aussi, mais il y en a un certain nombre avec qui j'ai quelque chose qui passe. Et pour moi, c'est une richesse. Oula. 3 questions. Alors, on va commencer par là. Oui, merci, bonsoir. Vous avez parlé de lucidité, moi j'ai trouvé ça très saisissant. C'est ici. La lucidité, effectivement, de ces hommes et ces femmes qui sont filmés vraiment de manière absolument magnifique. C'est vraiment des visages, des corps qui nous touchent. Et je voulais aussi souligner quelque chose qui fait aussi du bien, parce que c'est vrai que on s'en prend plein la figure, mais c'est aussi l'humour qui jaillit à maintes reprises, qui a fait d'ailleurs souvent rire les spectateurs et spectatrices. Et j'imagine que c'est comme souvent l'humour, quelque chose de nécessaire, pour pas trop sombrer. D'ailleurs, j'en profite pour dire que quand on a montré le film aux personnes qui sont directement concernées, qui ont partagé cette aventure, la salle a ri aussi. Hein. Eux-mêmes, d'ailleurs, on peut rire de leur... parfois. C'est souvent difficile de se voir sur un grand écran, mais il y a eu des moments où la salle riait. Hein. Noé a beaucoup ri.
Noé, c'est le professeur de philo. On continue ici? Oui. Ah, c'est moi. Alors moi, j'ai été absolument bouleversée par ce film dont je vous remercie. Je trouve que la finesse de votre caméra, vous laissez passer toutes les émotions qui vont effectivement de l'angoisse à parfois on frise l'overdose de souffrance, le rire. Et je suis tellement bouleversée que j'aimerais que le monde entier puisse voir un film comme celui-là, puisque la maladie psychique continue à faire tellement peur autour de nous. On en souffre tellement quand on est soignant ou accompagnant. Je voudrais pouvoir dire à tous ceux que je vais rencontrer maintenant, allez voir ce film. On touche par l'humanité un point d'éternité. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Merci beaucoup. Donc, oui, je commençais par là parce que. Donc moi je voulais savoir quel était le rôle de Linda de Zittert, parce qu'on ne l'a pas beaucoup entendu, puisque je trouve que c'est important, puisqu'elle est là, de pouvoir témoigner du travail qui a dû être fait en lien avec Nicolas. Alors moi je vais vous dire un mot et puis elle va prendre la suite. Linda a été très précieuse tout au long de ce triple travail de ces 3 films. Nous avons beaucoup parlé ensemble. Elle m'a beaucoup apporté, nourri de ses pensées, de ses réflexions. Elle était celle qui voyait souvent les rushs, qui a vu des étapes du montage, avec qui j'ai beaucoup échangé tout du long. Voilà, je l'ai créditée. C'est compliqué. Elle est créditée de complice à la réalisation. Certaines peuvent penser qu'elle a fait la tambouille pour que je puisse filmer tranquillement. Je tiens à dire que c'est plutôt moi qui ai fait la cuisine, mais Linda a été précieuse dans l'échange et dans tout ce travail. En fait, depuis un de tes précédents films en psychiatrie, La moindre des choses, dans les années 95, filmé à la clinique de la Borde, nous sommes voisins dans la vie et dans le travail. Et comme des choses qui peuvent s'entrelacer, s'enrichir, se répercuter, c'est vrai que notre travail en commun sur ces trois volets, finalement, avec un pied dans le champ dans lequel tu filmes et un pied du côté du cinéma, c'est une aventure très 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 riche. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce travail-là, mais ça, j'en avais aperçu quelque chose avec La moindre des choses, c'est que comment la logique, enfin c'est pas très beau la logique, le style quand même, ta démarche de cinéma n'est pas si éloignée d'une certaine démarche de soins. Et comme tout à l'heure, tu as pu répondre à une des questions, je ne sais plus laquelle, même ça me faisait penser à comment dans notre travail de soins, on essaye de faire en sorte que les uns et les autres, on puisse être co-auteurs des soins, patients comme soignés, de la vie quotidienne. Et au fond, quand il y a, on va le dire comme ça, dans le champ de la médecine ou dans le champ du cinéma, le médecin, face au patient, il y a forcément un rapport asymétrique. Et par extension, les soignants et les soignés. Le cinéaste qui a une caméra, par rapport à celle ou celui qui est filmé, il y a un rapport asymétrique. La question, c'est quel lien on noue avec l'autre et comment ne pas abuser de cette potentialité de pouvoir. Et je trouve que là, dans ce travail-là sur ces trois
3 volets, j'ai pu toucher un peu différemment aussi cette même question d'une certaine éthique, quoi, et d'une certaine dimension politique aussi. Voilà. Ça répond peut-être. Alors justement, moi j'aimerais savoir, parce qu'on retrouve donc des personnes qu'on a vues sur l'Adamant. On a vu tout à l'heure dans la bande-annonce du 3e film qu'on retrouve Muriel et puis quelques autres qu'on a. Comment est-ce qu'ils ont construit, eux, cette succession de films? Parce que ça fait histoire pour eux, ça fait aventure partagée, pour rejoindre ce que vient de dire Linda, c'est-à-dire qu'en effet, là, on est co-auteurs ensemble d'une écriture de plusieurs choses. Il y a des gens qu'on ne retrouve pas là dans le second, qu'on va retrouver dans le 3e. Comment ça s'est tricoté un peu, cette affaire-là? S'il y a une loi derrière, mais il n'y a peut-être pas de loi. Comment ils le vivent, il faudrait le leur demander. Oui, absolument. Ben, je ne peux pas répondre à leur place. Je pense qu'il y a une profonde attente du 3e chez celles et ceux, chez Muriel, chez Frédéric, chez Patrice, ceux qui sont dans le 3e volet, ils l'attendent de pied ferme. Ce que je peux dire en tout cas, au moins, c'est que l'Adamant, le sentiment que j'ai aujourd'hui, après le film est sorti il y a 11 mois maintenant, c'est un peu leur film. Ouais. Quand je retourne sur l'Adamant, on vient aux nouvelles, on me demande alors le film est sorti en Italie, alors comment ça marche en Italie et quels sont combien on a fait d'entrées en Italie. Et puis la presse circule et les uns et les autres font des photocopies. Il y a quelque chose comme ça qui est très, très touchant. Et donc ça rebondit. Un 2e film plus dur, qu'ils ont vécu aussi comme étant plus dur, bien sûr. Certains, d'ailleurs, protagonistes, n'ont pas souhaité voir le 2e film, de peur de flancher, de peur de... C'est pas simple Certaines personnes sont plus hospitalisées, n'avaient pas forcément envie de voir un film dans lequel ils sont à l'hôpital. Peut-être le verront plus tard. Le 3e, c'est un peu différent. Le 3e est plus léger, si j'ose dire. Oui, il a même ici ou là des petites pointes burlesques. Et donc, il est très attendu. Et comme en effet, je suis quasiment tous les jours sur l'Adamant et au CMP, c'est vrai que cette aventure de film, ça a relancé notre quotidien de nous tous. Soignants comme soignés, ça vient soutenir les désirs au quotidien, ça complexifie aussi parce que dès qu'il y a une caméra qui rentre, qui pose la question de la vérité, de la fiction, dans un champ humain comme la psychiatrie, ben c'est un matériel en plus qui vient enrichir. Donc évidemment, il y a un après-coup, mais l'après-coup continue et ouvre des nouvelles questions. Frédéric, dont vous vous souvenez, le Van Gogh, etc. Voilà, et il a donc aussi vu le 2e film et il a dit c'est un film sur l'enfermement, c'est un film sur l'aliénation, mais pas que l'aliénation des patients, sur la nôtre. C'était très, 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 très juste. Hein, c'est qui revient très souvent aussi, parce qu'ils savent qu'on est quelques-uns à accompagner toujours le film, c'est aussi, mais comment les représentations de la folie se modifient ou pas? Qu'est-ce que la salle raconte? Donc cette question tout à l'heure de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour... est-ce que nous tous, on peut se faire suffisamment voisins avec notre propre folie pour accueillir celle de l'autre et participer à une société, du coup, vraiment inclusive, parce que la folie fait partie intégrante, elle est incluse dans notre humanité, mais elle est dans une exclusion forcée actuellement. Ils sont très sensibles à ça, à cette question-là, que pour eux, ces 2 films, ils n'ont pas encore vu le 3e, participent à cette micro-politique-là de modifier les représentations. Et Frédéric parle de ce film-là aussi en disant celles et ceux qui ont accepté d'être filmés, et c'est très bien, dit-il, parce qu'on se rend compte de ce qu'on risque de perdre. Le temps pour accueillir la parole, le psychisme. Et c'est très juste aussi ce qu'il a dit.
Muriel, que j'ai vue hier, elle est impatiente de voir le troisième. Allez-y. Oui, merci. C'est vrai que le débat, enfin, les échanges, les questions sont, je ne vais pas dire plus intéressantes que le film. En tout cas, le film réussit aussi à provoquer chez nous de nombreuses réflexions. Moi, ce que Madame vient de dire sur l'enfermement, c'est tout à fait juste, mais je me demande, et en faisant le lien avec la proximité avec nous-mêmes qui ne sommes pas soignés forcément. Enfin, moi, j'ai été ni soignante, soignée un tout petit peu. Ça me fait du bien de rencontrer un psychologue au moment où il le fallait dans ma vie. Donc, oui, on peut tous ici connaître l'importance de rencontrer les professionnels. Voilà, on a besoin d'aide. Alors, je voulais intervenir parce que quand la dame la dame soignante avait pas jugé, hein, mais enfin, je ne veux pas être dur, mais estimé que les personnes que vous nous aviez montrées étaient comme un peu sélectionnées, c'est-à-dire qu'elles ne retrouvaient pas ceux qu'elles rencontraient. Il y a tout de même une question, moi, pas une question, un aspect qui m'a frappée dans 2-3 échanges avec les professionnels, c'est la question du travail. Ce sont des hommes d'ailleurs plus souvent qui ont dit mais je voudrais retravailler comme une demande parce que justement ils sont enfermés de retrouver un lien avec la société. Puis ça fait longtemps, donc on imagine qu'ils ne trouveront pas de travail. Et ça nous renvoie à la société aujourd'hui aussi, parce qu'il y a des liens très forts avec les chômeurs, je pense, enfin bon, en partie, on se dit mais ils doivent avoir des problèmes psychiatriques, c'est pas possible de ne plus pouvoir travailler, se sentir exclu, même si vous l'abordez pas, évidemment, c'est pas le sujet. Le fait qu'on sait que dans les prisons, il y a beaucoup de malades de la tête, comme on dit, qui auraient besoin de soins, qui ne les ont pas. Votre film, indirectement, et les échanges qu'on a, nous renvoient à ça. Et je le trouve intéressant aussi à ce sujet-là. Pour moi, le film parle plus largement. C'est pas un film sur la psychiatrie, c'est un film en psychiatrie, plus que sur la psychiatrie. Mais c'est un film qui, au-delà de la psychiatrie, parle de notre monde, tout le temps, à travers ces entretiens, ces témoignages. Il est question de notre monde. Il est question du travail, de la question de l'identité, de la citoyenneté. Je pense à cet homme, Monsieur Obadia, le premier entretien. Cet entretien balaye plein de choses. Est-ce qu'il va pouvoir, puisqu'on lui propose un logement partagé, est-ce qu'il va pouvoir pratiquer son culte? Question aujourd'hui qui évoque cette montée de l'antisémitisme. Est-ce qu'il va pouvoir prendre ses médicaments? Comment faire? Est-ce qu'il sera loin du CMP? Est-ce qu'il pourra s'en occuper seul, etc. Toutes ces questions-là renvoient perpétuellement au monde dans lequel nous vivons. Je pense à tout d'un coup cet homme qui évoque la guerre en Ukraine, qui parle de l'amiante et du plomb dans les peintures de son immeuble, à tel point que ça l'angoisse, à tel point qu'il fait une valise et il vient de lui-même à l'hôpital, etc. Le film nous parle de nous et de ce monde qui est le nôtre tout le temps. Et ces peurs qui sont évoquées, ce sont souvent les nôtres. Elles sont peut-être un peu exacerbées là, mais ce sont souvent les mêmes. D'autres personnes souhaitent intervenir? Peut-être que... Oui, alors à gauche. Peut-être un peu les dernières, parce que... Oui, on va prendre les 2 dernières, allez. Bonsoir. Moi, je voulais savoir si, après les tournages, vous aviez quand même gardé, et si vous pouviez garder contact avec les patients, parce que tout à l'heure, vous parliez d'un espèce de lien de confiance que vous aviez créé avec certains. Et donc, je voulais savoir si vous aviez gardé un certain contact. Chaque fois que c'est possible, oui. Oui. Quel jour on est aujourd'hui? On est mardi. Avant-hier, figurez-vous que comme en ce moment j'ai une rétrospective à la Cinémathèque française, je partage mon temps entre la présentation
de ce film-là. Et puis, j'interviens aussi à la Cinémathèque. Avant-hier, j'ai montré un film que j'ai tourné en 91, Le Pays des Sourds, une plongée dans la langue des signes. Et j'ai présenté le film accompagné de Florent. Il avait 6 ans à l'époque, c'était en 91. Je suis toujours en lien avec lui. Vous voyez, donc pour moi, les films, c'est bien souvent des aventures de cinéma et des aventures humaines en même temps. Et voilà, j'ai gardé des liens avec nombre de gens que j'ai filmés, parfois il y a très longtemps, à la Borde aussi. Oui. Oui, puis vous disiez tout à l'heure, Nicolas, que c'est moi, que les liens que vous aviez noués lors du tournage de l'Adamant ont d'une certaine manière aussi facilité les choses sur le tournage de la VROS et Rosa Parks. C'est-à-dire qu'il y avait une connivence et même plus qu'une connivence, une confiance vis-à-vis de la caméra notamment. Il y a ce soir dans cette salle des personnes que j'ai rencontrées alors que j'étais assistant en Normandie, dans l'Orne. J'étais assistant sur un film qui s'est tourné qui s'appelait « Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère ». Et par la suite, 30 ans plus tard, j'ai fait un film qui s'appelle « Retour en Normandie ». Voilà, et ce soir dans la salle, il y a des amis, des gens que j'ai rencontrés à ce moment-là. Ah, ils sont là au fond, oui. Deux merveilles du cinéma, hein. Moi, Pierre Rivière et Retour en Normandie à voir absolument. On évoquait tout à l'heure pendant le repas et la préparation un peu de cet échange, on faisait une référence à un moment donné au cinéma de Deligny et à l'inscription justement chez Deligny de on parlait de José Mananti, tous ces gens-là qui ont à la fois subverti cette idée du film pour en faire une aventure humaine, ce dont tu témoignes là encore ce soir. Et c'est vrai qu'on a l'impression, et on attend vraiment le 3e, parce qu'on attend la suite quand même des histoires là qui sont ouvertes, tissées, et on entend bien que les gens en plus interrogent et que voilà, il va y avoir une suite dont certainement la machine à écrire nous en dira un petit peu plus. Oui. Voilà. On avait dit qu'on prenait une ultime question. Ouais, une ultime question avant de... Merci beaucoup, je vais être très bref. Moi aussi. Ma question, c'est une question plutôt de l'ordre technique. On rentre dans ce film dans l'entretien médical, donc entre le patient et le médecin, on explore ce lien. On a l'habitude de voir ça à la télé, souvent avec des visages floutés et des noms qui ne sont pas les mêmes. Où est-ce que se place le secret médical dans la réalisation de ce film ? Je pensais que vous alliez poser une question technique de cinéma plus. Vous voyez. Non, c'est pas mon domaine. Alors toutes les personnes que j'ai filmées ont accepté d'apparaître sans qu'il y ait floutage et ont accepté que leur nom soit éventuellement prononcé dans l'entretien et que leur nom apparaisse au générique. Mais oui. Ça fait partie je dirais, de la considération. Moi, je filme, je ne peux pas imaginer flouter. J'ai besoin de... si quelqu'un ne veut pas apparaître, respect absolu, mais ce n'est pas pour flouter les gens. Flouter les gens, pour moi, c'est... C'est louche. Oui, c'est louche. On est d'accord. D'ailleurs, il y avait parfois une personne qui participait à l'entretien, qui ne voulait pas être dans l'image et qui, du coup, n'apparaît pas sur l'écran, mais qui participait quand même à l'entretien, mais qu'on ne voit pas. Est-ce que le simple fait que la personne soit d'accord avec partager son image et son histoire médicale, est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il y a des démarches éthiques à prendre au préalable ? Je pense que ma démarche est fondée sur une éthique, profondément. C'est vraiment au cœur de mon cinéma, l'éthique. Comment filmer la souffrance, jusqu'à quel point, que faire avec ça, c'est compliqué. Ce sont des questions complexes, pour ça très passionnantes pour un cinéaste. Tout le monde ne s'encombre pas des mêmes précautions, j'en prends beaucoup. Il s'agit que les personnes que je filme les personnes concernées soient sujets à part entière. Et
quelquefois, quelqu'un peut dire « Ah, mais vous franchissez une ligne rouge, vous filmez ces entretiens, mais les personnes que j'ai filmées l'acceptent de parler, de dire ce qu'ils ou elles ont sur le cœur, disent ce qu'ils ou elles ont envie de dire devant une caméra et se servent de la caméra. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière scène, une des toutes dernières scènes du film sur l'Adaban, cette femme qui lève la main dans une réunion, Catherine, qui voudrait pouvoir animer un atelier danse. Je suis persuadé qu'elle a choisi son moment. Pour faire sa demande, elle a choisi une réunion filmée, quand j'étais là, pour, en quelque sorte, profiter de la perche que je lui tendais, si j'ose dire, pour formuler cette demande. Vous voyez, la caméra peut avoir cette fonction-là. Elle fait surgir des choses. Hier, on m'a dit, mais les entretiens sont très longs. Je pense qu'ici ou là, les entretiens ont duré plus parce qu'ils étaient filmés. Les gens se sont sentis portés par la caméra et ont eu envie, ici ou là, de continuer parce que c'était filmé et qu'on avait envie de continuer pour ces raisons-là. Ce n'est pas forcément des mauvaises raisons. Toujours dans la même discussion, quand on t'avait invité sur l'Adaman après la projection d'Averroès et Rosa Parks pour venir discuter avec les soignants et les soignés dans l'après-coup, quoi, de ce que ça fait comme film, quelqu'un par la suite a dit que c'était une caméra, mais tu étais parti, une caméra émancipatrice. Parce que quand même, dans un film sur l'aliénation, il y avait là quelque chose et je trouvais que c'était assez juste. Alors, merci beaucoup. Je voudrais juste quand même... il y a une question à laquelle tu n'as pas répondu tout à l'heure qui a été posée. 3e film, oui. Pour continuer justement. Est-ce qu'on aura le plaisir de te réaccueillir à Caen pour continuer à discuter? Parce que je trouve qu'au fil des échanges, la discussion s'ouvre et s'élargit. Donc ce serait quand même bien qu'on puisse se retrouver pour discuter de la machine à écrire. Ce serait formidable. On va essayer. Je vais regarder. Ouais. On va regarder le calendrier et voir s'il y a moyen de sauter dans le train et venir. Alors cette fois, ça sera à Hérouville. Je crois que ça sera au Café des Images. Ouais, pour le oui, ça sera au Café des Images. Voilà. C'est comme ça. On alterne. Hein. On alterne. Voilà. Un immense merci à vous pour votre patience, votre attention. Merci beaucoup. Merci. Merci Nicolas, merci Linda. Donc effectivement, le prochain volet sort dans 3 semaines, mais celui-là continue à être à l'affiche, donc n'hésitez pas évidemment à en parler autour de vous. Celui-là est fragile parce que 2h23, parce que l'hôpital, ça peut faire peur. Si vous l'avez aimé, et manifestement vous l'avez aimé, soyez-en les ambassadeurs et ambassadrices. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.